Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé comme d'habitude. Content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec, bien sûr, notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, qu'il fait bon, qu'il fait chaud autour de vous. C'est l'été, c'est les vacances, j'espère que tout le monde en Voilà. profite. Et on va continuer comme d'habitude cette chronique, Monsieur Cohen. Et cette semaine, nous allons évoquer le sujet, bien sûr, de la situation en Syrie. Les amis, comme d'habitude, je vous mets le lien pour partager sur TikTok, Twitter, tout ça. Vous avez la possibilité d'intervenir. Vous connaissez la musique. Je vous laisse tapoter, tout ça. Partagez un maximum. Pour celles et ceux qui veulent, soutenir la chaîne Altitude, vous avez un petit lien PayPal pour contribuer, pourquoi pas. Et dernière chose, les amis, je vais vous passer quand même, alors pour ceux qui sont sur les plateformes visuelles, YouTube, tout ça, je voulais vous passer la petite vidéo concernant bien sûr les derniers événements en Syrie. Et Monsieur Cohen, je vous donnerai la parole juste derrière. Alors, on y va. Si j'arrive à retrouver, voilà, ici. Hop, là. Je vous remonte de suite, Monsieur Cohen. Hein. Bougez pas. شباب في عندنا قصف. شباب قصف يا شباب، خذونا على الهواء. شباب قصف بسرعة بسرعة يا شباب. يا شباب خذونا على اللايف. قصف هيئة الأركان. Voilà, Monsieur Cohen, c'est à vous. Donc, c'est suite au dernier bombardement qu'il y a eu donc sur la Syrie. Oui, en fait, voilà, disons que certaines parties du nouveau régime syrien, parce que en fait, le nouveau chef d'État, Joulani, il ne contrôle pas tout. Il est venu quand même avec quelques dizaines de milliers, ou quelques milliers en tout cas, de militants islamistes convaincus qui l'ont suivi et qui ont envie de récupérer la Syrie et de la nettoyer des ennemis de l'intérieur. Enfin, j'utilise un peu le langage qui est le leur, évidemment. Hein, et donc, ils sont attaqués aux chrétiens, ils sont attaqués aux alaouites, et Israël n'a rien dit, ni l'Occident. Après tout, voilà. Bon, si on veut se débarrasser des chrétiens en Syrie, on fait semblant d'être, comment dire, un peu gêné, mais ça va pas plus loin. Hein. Les Alaouites, il y a eu, je sais pas, 1500 qui ont été massacrés, les chrétiens, etc. Mais là, on a voulu s'attaquer aux Druzes. Et les Druzes, c'est une minorité qui existe en Syrie, au Liban et en Israël. Bon. Et bon, ceux qui vivent en Israël vivent sous le parapluie sioniste. Ils ont, dès 1948, ils ne sont pas très nombreux en Israël. Ils sont peut-être, je ne sais pas, 50 000, 100 000. Et ils font le service militaire. Et ce sont de très bons militaires. Donc, il n'y a pas de. Enfin, en fait, ils vivent, ils ne sont pas égaux. Vous savez, par exemple, si vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu la loi sur la nation du peuple juif en 2018, c'est-à-dire, c'était la première fois qu'on avait adopté une loi où reconnaissant qu'Israël n'est pas l'État de tous les citoyens. Tous les citoyens ne sont pas égaux. C'est d'abord un État juif et les juifs ont la priorité sur les autres.
bon, disons, il y a certains éléments, bon, ce n'est pas le sujet ce soir, mais c'était l'évolution logique du suprémacisme juif sur le reste, c'est-à-dire il y a quand même 23-24% de citoyens israéliens non juifs. Et donc une loi vient leur dire que vous êtes tolérés. Vous avez des droits, certes, mais vous êtes tolérés. Voilà. Vous n'avez pas les mêmes droits que les autres. Ici, c'est un pays juif. Et les Druzes se sont émus. Et, parce qu'ils font le service militaire, etc. Bon, c'est une communauté soumise, totalement soumise aux sionistes. Et donc, ils sont allés pleurnicher, etc. Puis, on a dû les caresser dans les sens du poil et ils sont rentrés dans le rang. Au Liban, les Druzes, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Liban, il y a un très très vieux chef qui dirige les Druzes du Liban, c'est Walid Jumblat. Et Walid Jumblat, il est anti-israélien, c'est-à-dire c'est un nationaliste qui est l'allié du Hezbollah, etc. Et d'ailleurs, Walid Jumblat a déclaré récemment, là, c'est hier, que Israël utilisait les Druzes pour s'étendre en Syrie. Alors que les Druzes syriens, ils sont dans une position un peu ambiguë. Mais disons qu'une fois les nervis, comme on dit, enfin, les islamistes de Al-Joulani qui veulent ce nettoyage et la mise au pas des minorités, ils ont voulu s'attaquer aux Druzes. Les Druzes sont assez nombreux en Syrie, c'est-à-dire, par rapport à la population, peut-être même pas 5%, mais quand même, ils occupent une province stratégique importante, qui est le sud de la Syrie, à la frontière de la Jordanie. Sauf que, évidemment, les Druzes ont fait appel aux Israéliens qui n'attendaient que l'occasion, et donc ils sont allés défendre les Druzes syriens. Et ils ont fait comprendre, parce que, bon, Joulani, il était d'accord pour mettre au pas, parce que c'est dans son projet, c'est aussi un nationaliste, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est quand même un Syrien qui a envie de reconstruire son pays. Et donc, il a envie d'abord de refaire l'unité nationale. Et il ne verrait pas d'un mauvais œil la mise au pas des Druzes, comme il a mis au pas les Alaouites et les chrétiens. Mais, sauf que les Israéliens sont intervenus, et sont intervenus à leur manière. Mais eux, bon, ils rigolent pas. Bon. Et donc, Al-Joulani a pris à ses dépens le malheureux, entre guillemets, ce que c'est que d'affronter les Israéliens. Alors, les Israéliens ont bombardé, ce qu'on a vu là tout à l'heure, c'était le ministère de la Défense, et ils ont même bombardé la présidence de Syrie, la présidence à Damas. Donc, pour dire un message à Joulani, si vous ne comprenez pas le langage de la force, si vous ne laissez pas les Druzes syriens tranquilles, ben vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. C'est-à-dire, on peut vous détruire pratiquement ce qui vous reste d'armement, etc. Et donc, Al-Joulani s'est couché, il a compris, il connaît le rapport de force. D'autant plus que les Israéliens, au moment où Al-Joulani prenait le pouvoir, ils ont pris soin de détruire tout l'arsenal militaire syrien. Le gros de l'arsenal, c'est-à-dire les armes lourdes,
les blindés, les avions, les pistes d'aéroport, les bateaux, les navires de guerre, etc., enfin, les missiles. Tout a été systématiquement détruit. Donc Al-Joulani, il n'a pas grand-chose. Et donc, il s'est couché. C'est-à-dire, il a retiré, enfin, il a demandé, parce qu'en fait, qui c'est qui a attaqué les Druzes? Ce sont des Bédouins. Bon, mais les Bédouins qui, probablement, qui font le sale boulot pour Al-Joulani. Bon. Et il y a eu quand même des centaines de morts dans ces affrontements. Et il y a eu 1 millier de Druzes israéliens qui sont entrés en Syrie pour donner dans la ville de Soueïda. Alors, en fait, c'est une province druze ou un gouvernorat, comme on l'appelle en Syrie, avec à peu près 350 000 habitants, donc c'est quand même assez important. Et la ville principale, c'est Soueïda, qui a à peu près 70 000 habitants. C'est pas rien. Et donc, comment dire, le pouvoir central a compris et il s'est retiré et il a laissé aux Druzes le droit d'assurer la sécurité de la région avec l'aide des Israéliens. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo avec l'entrée de blindés israéliens à Soueïda, acclamés par la population druze et qui allaient vers Damas. Enfin bon, ils ne sont pas allés jusqu'à Damas, mais voilà. Et donc, il est probable aujourd'hui, tout ça à terme, c'est-à-dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est une région qui reviendra aux Israéliens. Ça, il n'y a pas de doute. Puisque ce que les Israéliens ont essayé de faire au sud du Liban, en créant ce qu'on appelle, enfin pour ceux qui s'en souviennent, l'armée, l'ALS, l'armée du sud du Liban, qui était formée de chrétiens et de chiites. À l'époque, les chiites luttaient contre Israël. Après, il y a eu un renversement, mais avant le Hezbollah, voilà, les chiites étaient contre les Israël. Et donc, ils avaient formé la LS pour les Israéliens les utiliser pour, comment dire, se renforcer dans le sud Liban et après se l'accaparer. Voilà. Et à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. C'est une région qui ne leur sera pas hostile, loin de là. C'est une région stratégique. Et donc, voilà, bon, là, on peut pas, je veux dire, personne ne pourra empêcher les Israéliens de conquérir. Évidemment, ils ne vont pas le faire tout de suite, mais comme ce seront les Druzes qui vont assurer la sécurité, à un moment ou à un autre, ils vont appeler les Israéliens à la rescousse ou bien qui voudraient se mettre sous leur protection, et je ne vois personne qui peut les en empêcher. Aujourd'hui, Erdogan a fait une déclaration contre la mainmise d'Israël sur la région, mais il ne peut rien faire. Voilà, bon, Erdogan sait très bien qu'il y a une espèce de condominium. Ils ont enfin, ils se partagent la souveraineté sur la Syrie. Bon, évidemment, la Turquie prend ce qu'elle peut au nord, Israël va prendre ce qu'il veut au sud, et ils vont laisser une portion assez importante, mais assez, comment dire, sans moyen de défense. C'est-à-dire que le jour où les Turcs ou les Israéliens voudront récupérer un bout de Syrie, eh bien, ils le feront. Voilà. Donc, les protestations d'Erdogan sont des protestations hypocrites.
parce qu'en fait, ce sont deux ogres qui se partagent les dépouilles du territoire syrien. Voilà. Et je voudrais conclure tristement, parce qu'en fait, je pense avec tristesse à ce que fut la Syrie, un grand pays, avec la symbolique de Damas, etc. Et malheureusement, Bachar el-Assad n'a pas su jouer le rôle de héros que l'histoire lui offrait. C'est-à-dire, vous savez qu'en 2013, j'avais publié un papier en disant ceci: l'Europe, l'Amérique, Israël et les monarchies arabes ont juré la défaite de son régime en Syrie. Voilà. Je veux dire, il fallait être bête pour ne pas savoir. C'est évident. C'est-à-dire, depuis 2011, il y a eu une coalition des monarchies du Golfe, d'Israël, de l'Occident, d'abattre la Syrie, d'abattre le régime syrien. Et ils l'ont eu à l'usure. Et à l'époque, j'avais dit, au lieu d'attendre d'être avalé, d'être réduit à l'impuissance par les groupes armés, etc., par les sanctions économiques, au lieu d'être réduit à ça, Bachar el-Assad aurait pu contre-attaquer contre le régime sioniste, c'est-à-dire lancer des milliers de missiles sur Tel Aviv et envoyer 200 000 hommes à pied, juste en courant, jogging, avec une mitraillette, des grenades et quelques-uns avec des vous savez, les Stinger là, anti-tank, aller à pied, voilà, déferler, voilà. Et il n'a jamais voulu, il ne m'a pas écouté, mais enfin, je suis sûr que dans son état-major, on a dû évoquer cette possibilité, mais il n'a jamais osé. Voilà. Pourquoi? Parce que la plupart des régimes arabes, c'est quoi leur but dans cette existence? C'est de s'assurer le pouvoir et les privilèges qui vont avec. Voilà. Et donc, il a raté une occasion historique de relever le gant, de relever le défi du sionisme, alors qu'il avait une armée de 400 000 hommes à l'époque. 400 000 hommes. Encore vraiment. Et ben voilà. Et aujourd'hui, c'est un pays dont on s'arrache les dépouilles. Et voilà, vous savez, c'est pas toujours évident de s'incliner, d'embrasser la main du maître et de croire, par exemple, Joulani. Vous savez, quand il y a eu la guerre contre l'Iran, il a permis aux avions israéliens de traverser la Syrie pour aller bombarder l'Iran. Bon, voilà comment il est récompensé. Vous savez, se soumettre au sionisme, c'est la pire des choses. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais dire à propos de la Syrie, s'il y a des questions. Très bien, merci M. Cohen. Alors moi, première question que je vous pose, c'est concernant Bachar el-Assad. Depuis qu'il a il a déserté le pouvoir et qu'il a été remplacé, est-ce qu'on a des nouvelles? Moi non, mais je pense que quelles nouvelles on pourrait avoir? C'est-à-dire que, bon, d'ailleurs même les Russes, vous savez, quand un chef d'État, un ancien chef d'État, on a eu des exemples. Par exemple, Ben Ali s'était réfugié en Arabie Saoudite. Idi Amin Dada aussi. Enfin, on a des exemples comme ça, des chefs d'État qui sont renversés, qui quittent le pouvoir et qui vont dans un pays étranger, se réfugier dans un pays étranger. On leur dit, OK, on vous donne une baraque, on vous donne la sécurité, les moyens de subsistance, mais soyez discrets. Voilà. C'est-à-dire, on ne veut pas d'histoire, il ne faut pas intervenir. En fait, c'est la règle. Donc, les Russes ont dû lui demander, d'ailleurs, c'est la règle, ne vous manifestez pas. Voilà. On ne veut pas d'histoire,
On veut pas de. Ne vous mêlez plus de politique, vous n'êtes rien. Voilà. Et ça a été la même chose. Vous savez, quand Ben Ali est parti en Arabie Saoudite, on n'a plus entendu parler, etc. Donc, c'est la règle que quand un chef d'État se réfugie ailleurs, on lui dit bon, on vous donne le statut, mais soyez discret, parce qu'on veut pas d'histoire, etc. Et je ne vois pas ce qu'il pourrait dire d'ailleurs. Voilà. Ça y est, son temps est passé. Donc, il vit discrètement quelque part en Russie, peut-être à Moscou, j'en sais rien. Mais il n'est plus rien. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. D'accord, très bien. Et seconde question, après je donnerai la parole à Sparte qui est avec nous sur TikTok. C'est concernant Al-Joulani. Donc, quand on voit qu'on l'a aidé à ce qu'il arrive au pouvoir et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il n'a pas le sentiment d'avoir été bluffé un petit peu, dans le sens où on lui donne la possibilité de prendre le pouvoir et puis quelques temps après, on bombarde le ministère de Défense? Alors, non, Al-Joulani n'est pas, à mon avis, n'est pas idiot. En acceptant de jouer au jeu d'entrer à Damas avec l'appui de la Turquie et la bénédiction des Israéliens, il savait qu'il se mettait dans une position. D'abord, il savait qu'il était dans une position de faiblesse, politiquement, économiquement et surtout militairement. Et donc, il a joué le rôle qu'il devait jouer. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Occident l'a accepté. Il a été reçu par Macron, il a rencontré Trump en Arabie Saoudite, et donc il connaissait le rôle qu'il allait jouer. Seulement, à mon avis, il tente, et il se découvre un destin national, et il a envie de fédérer ce qui lui reste de la Syrie, et de recréer un État national, un État unitaire, etc. Et malheureusement, il est face aux appétits des Turcs et des Israéliens. Et donc, ce n'est pas vraiment une trahison, c'est-à-dire, il connaît le rapport de force. Il sait qu'il est là, il sait qu'il est venu, il est arrivé grâce aux Israéliens et aux Turcs. Et donc, il connaît le rapport de force et il joue avec. Et à mon avis, il tente de jouer, mais il est obligé, d'abord parce qu'il sait que l'Occident, notamment l'Amérique, ils vont lever les sanctions. Ils les ont levées, mais ils peuvent très bien les remettre. Donc, il faut qu'il marche droit. Voilà, il faut qu'il se soumette. Et il se soumet lorsqu'il le faut. On l'a vu ces 2 derniers jours, lorsque les Israéliens ont déclaré que les Druzes de son pays seront responsables de leur sécurité, eh bien, il a dit d'accord, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Sinon, ben, il saute, et donc il est obligé de composer. Voilà. Bonsoir, Monsieur Cohen. Alors, moi, ce que j'aimerais dire dans un premier temps par rapport à Joulani, on entend à droite et à gauche, et même dans les réseaux et dans la presse, que ce type a été mis en place par les américano-sionistes, c'est un président serpillard. Il y en a même qui vont très loin pour dire que c'est un agent du Mossad. La deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la Syrie, bon, on a viré Bachar el-Assad, comme on a voulu virer il y a quelque temps les ayatollahs de l'Iran. Et le fait que la Syrie, d'un point de vue sociologique, il y a plein d'ethnies, leur objectif n'est-il pas justement de créer des mini-États dans la Syrie? Déjà, vous dites que Israël va bientôt prendre quelques territoires de la Syrie, donc expansion sioniste au Moyen-Orient.
Et le fait de créer des mini-États, on lit dans le monde diplomatique, en l'occurrence, que le souhait des Américains et de l'entité sioniste, c'est d'aller vers les régions kurdes où il y a énormément de pétrole. Donc c'est encore une guerre pour les matières premières et on utilise les ethnies pour les mettre les unes contre les autres uniquement pour des intérêts économiques et le contrôle américano-sioniste de cette région. Oui, en fait, non, enfin, ça va plus loin, si vous voulez. Oui, je partage tout à fait l'analyse, mais en fait, je vais plus loin parce que le but initial, c'était comme on a fait avec l'Irak, comme on a fait avec la Libye, tous ces grands pays nationalistes qui ont eu, comment dire, ils ne marchent pas droit comme l'Égypte. Bon, l'Égypte ne pose pas de problème. Jusqu'à présent, on ne sait jamais. Hein. Vous savez, l'Égypte, après tout, le régime égyptien se dit je me renforce et j'attends mon heure. Voilà. Par contre, les autres États comme l'Irak, la Libye, avaient des ambitions de développement, de puissance, d'indépendance qui ne plaisaient pas. Et donc, dès les années 80, l'objectif des Israéliens était de briser ces États et donc de les diviser. Il est probable que la Syrie, bon, d'abord, la Syrie n'est plus le pays unitaire qu'il fut sous Bachar el-Assad. Dans le nord, il y a des régions. Alors, les Kurdes sont plus ou moins autonomes. La Turquie a pris des territoires. Les Israéliens commencent à prendre un peu plus vers le sud. Est-ce qu'ils vont aller au-delà? Je ne sais pas. Pour le moment, moi je ne peux pas répondre à la question. Moi, l'impression que j'ai, c'est que Al-Joulani se découvre un dirigeant nationaliste et qui a envie, qui n'a pas, enfin, si on lui prend des territoires, on les lui prendra par la force. C'est pas quelqu'un, enfin, c'est pas un dirigeant qui va brader des parties de son pays. Voilà. Mais quand il ne pourra pas le faire, par exemple comme avec la province druze de Soueïda, il sera obligé. Voilà. Mais par contre, on a vu qu'il faisait des déclarations assez, enfin comment dire, assez prétentieuses, presque courageuses, audacieuses. Sur Israël, sur les territoires occupés, etc. Mais la réalité est là. Hein. Le rapport de force, malheureusement, on revient toujours au rapport de force. Et donc, bon, c'est vrai qu'il y a. Moi, je pense que c'est moins. Les ressources. Il y a probablement des ressources en Syrie qui peuvent être développées, qu'on n'a pas encore développées, sauf le pétrole que les Américains sont en train de piller dans le nord-est. Il y a probablement des ressources au large, par exemple, de la côte, peut-être du gaz ou du pétrole, au large des côtes syriennes. Et donc, le dépeçage de la Syrie, à mon avis, n'est pas encore terminé. Mais on s'y prendra petit à petit. Voilà. La réponse me satisfait, mais moi je reste toujours dans mon analyse que les Américains et l'entité sioniste sont là pour contrôler le Moyen-Orient. Ils ont essayé récemment avec les Iraniens, mais ils ont sous-estimé la force des Iraniens et que l'entité étant là depuis 1948, elle a vraiment déstabilisé ce monde. On voit l'exemple du Liban, de l'Irak, de l'Iran. C'est vraiment une gangrène au Moyen-Orient, cette histoire américano-sioniste. Voilà. En fait, ils ont réussi. Enfin, et à part l'Iran, je ne vois pas de résistance. Enfin, il y a le Yémen. Il y a le Hamas, il y a le Hezbollah qui peut revivre.
Voilà. Mais disons, ils ont réussi à détruire les grands États-nations arabes. Mais encore une fois, il faut se méfier. Hein. Vous savez, je pense que l'Égypte, aujourd'hui, fait le dos rond. L'Égypte, comment dire, se réarme énormément, développe son armée, développe des relations stratégiques avec la Russie et la Chine. Et donc, à mon avis, voilà, l'Égypte attend son heure. Le peuple égyptien n'a aucune sympathie pour les Israéliens, pour Israël, ni le régime d'ailleurs. Ils font semblant, mais bon, ils sont obligés de jouer le jeu. Et voilà, peut-être, vous savez, il ne faut pas non plus. Voilà, donc, si un jour il y a une possibilité de faire quelque chose, il faudrait peut-être surveiller du côté de l'Égypte. Voilà. Très bien. Merci, M. Cohen. Alors, merci. Merci à toi, Spart. Si tu veux réagir, n'hésite pas, tu mets un com, je te redonnerai la parole. C'est gentil, merci. Voilà. Et les amis, je vous invite à partager un maximum le live, s'il vous plaît. Et celles et ceux qui peuvent prendre le cœur du jour, n'hésitez pas à le faire. Donc, Monsieur Cohen, notre habitué aussi, Sarah, donc je vais lire son analyse et poser la question. Hein, oui. Bonsoir à Sarah. Donc, Monsieur Cohen, la déclaration Balfour pendant la Première Guerre mondiale a posé les bases du projet sioniste en 1948. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël est né. Aujourd'hui, alors que la Syrie, le Moyen-Orient, est fragmenté et que la Syrie est déstabilisée, Israël occupe toujours illégalement le plateau du Golan. Dans ce contexte, beaucoup évoquent le concept du Grand Israël, qui inclurait des territoires allant du Nil à l'Euphrate, donc une partie de la Syrie. Donc la question, Israël vise-t-il à travers les guerres successives et le chaos régional, la réalisation progressive du projet du Grand Israël? Et si ce n'est pas le cas, comment expliquez-vous la cohérence territoriale des expansions israéliennes, y compris l'annexion du Golan syrien, avec cette vision stratégique à long terme? Et surtout, comment expliquez-vous que le monde entier ferme les yeux en connaissance de ces faits historiques pendant qu'un génocide est diffusé en direct? Voilà, M. Cohen, c'est à vous. Alors, moi, cette histoire du Grand Israël, du Nil à l'Euphrate, il y a eu peut-être quelques illuminés dans les années 30, vous savez, le groupe, comment il s'appelle? Bon, le nom m'échappe. Ensuite, bon, enfin, c'est incroyable. Bon, c'est un groupe terroriste, idéologiquement très marqué, mais très minoritaire dans le mouvement sioniste, ultra minoritaire, qui a peut-être un jour publié une carte qui allait du Nil jusqu'à l'Euphrate, mais à ma connaissance, enfin, j'ai rarement vu cette carte dans les médias israéliens. Enfin, pourquoi? Tout simplement parce que cette carte est irréaliste. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'Israéliens capables, enfin, il n'y a pas une population israélienne suffisante pour aller occuper tous ces territoires. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Les Juifs israéliens sont à peine 7,5 millions. Et sans compter que depuis 1 an ou 2, il y a pas mal de départs, ou bien de non-arrivées, c'est-à-dire que des gens qui devaient venir ne sont pas arrivés. Et donc, il y a un déficit de population. Et ceux qui font le plus d'enfants, il y en a beaucoup, hein, ce sont des religieux, des ultra-orthodoxes qui n'ont pas qui n'ont pas d'ambition nationaliste territoriale, au-delà de la Cisjordanie. Et par contre, les Israéliens, enfin, ou le régime sioniste, a toujours cherché des corrections de frontières.
Moi, j'appellerais ça des corrections de frontières. C'est-à-dire, le Sud-Liban, ça a échoué. La partie du Sinaï sur la côte, ça a échoué. Le Golan, pour le moment, ça marche. Et même, il va élargir avec l'histoire des Druzes, mais c'est un tout petit bout. Enfin, je veux dire, en termes territorial, je sais pas, c'est peut-être, je sais pas, 5 km², 120 km², 30, 50. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout l'expansion. Enfin, parce que pour aller jusqu'à l'Euphrate, il faut prendre la Jordanie et la Syrie. Enfin, je sais pas, la Jordanie a quand même, je sais pas moi, 8 millions d'habitants, 10 millions. Enfin, je sais pas si vous imaginez ce que cela représente d'occuper. Déjà, occuper la Cisjordanie ou Gaza, c'est déjà un grand problème. Voilà. Donc, moi, cette histoire de Grand Israël du Nil jusqu'à l'Euphrate, je n'y crois pas et j'ai pas l'impression, en tout cas, que c'est, comment dire, c'est dans l'agenda du régime sioniste. Par contre, il y a la Jordanie doit se méfier parce que un jour ou l'autre, les Israéliens vont traverser le Jourdain et vont prendre quelques kilomètres le long du fleuve Jourdain qui appartient à la Jordanie. Bon. Dire, c'est leur obsession. Vous savez que quand les sionistes sont arrivés en Palestine, ils ont commencé à créer des kibbutzim. Vous savez, les kibbutzim, c'est un peu comme les forts. Vous savez, quand vous regardez les westerns, les militaires et les blancs, enfin les Américains, les colons, se mettaient dans des forts. Vous savez, un peu des. Bon, voilà. Et donc, les kibbutzim servaient à ça, c'est-à-dire on crée des centres de défense ou d'attaque et on a créé des kibbutzim au-delà du Jourdain. Donc, parce qu'on rêvait déjà d'occuper cette partie-là. Mais le mandat britannique n'allait pas au-delà du Jourdain. Mais à mon avis, un jour ou l'autre, les Israéliens iront au-delà du Jourdain. Donc voilà un peu leur obsession territoriale. Mais croire, parce que, je veux dire, rien que la Jordanie et la Syrie, c'est je sais pas, 15 millions d'habitants. Enfin, je sais pas, comment ils vont faire alors qu'ils sont 7,5 millions de Juifs? Voilà. Qui ont déjà des problèmes avec leur minorité. Donc voilà la question. Enfin, j'espère avoir répondu à la question du Grand Israël, ou bien, comment dire, une façon, les Israéliens essayent d'arrondir un peu leur territoire de manière à le rendre plus cohérent et plus défendable. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont cherché des expansions comme le Sud-Liban, etc. Voilà. Alors, et comment expliquez-vous que le monde entier ferme les yeux? D'abord, le monde entier. Bon, il y a, comment dire, le monde entier se divise en deux parties. Il y a ceux qui soutiennent Israël, c'est-à-dire l'Occident, le monde occidental, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Amérique, l'Europe, qui le soutiennent dans ses visées expansionnistes. Voilà. Et donc, vous savez, quand vous écoutez l'Europe dire nous sommes contre l'occupation et la colonisation, ceux qui croient, vous savez, j'ai envie d'utiliser la fameuse phrase de Jacques Chirac ou de Pasqua, je ne me souviens plus c'était lequel des deux, les promesses n'engagent que ceux qui veulent qu'ils les écoutent. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui croient que les Européens sont pour une solution à deux États, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Mais ils le disent parce que, bon, il faut le dire. Et donc, et puis il y a les autres. C'est-à-dire, il y a la Chine, la Russie, l'Inde, pour ne citer que les grands, ou les pays africains, etc., qui sont contre, qui n'acceptent pas les conquêtes territoriales israéliennes. Mais que faire? Voilà, que faire?
faire la guerre à Israël, bien sûr, il pourrait, par exemple, ne pas commercer avec Israël, par exemple. Mais, vous savez, j'ai souvent parlé ici de la raison d'État, c'est-à-dire les États ont une autre logique. Nous, les individus, on pense qu'il faut respecter le droit, la justice, etc. Mais les États ont une autre logique, c'est-à-dire on est face à un Israël qui a un grand pouvoir de nuisance, qui ont des services secrets redoutables, qui peuvent faire des coups comme le 11 septembre ou l'affaire Epstein, etc. Et donc, on a intérêt à ne pas trop s'opposer à eux. Voilà. D'autant plus qu'ils ont du matériel militaire intéressant. Donc, la Chine, l'Inde achètent du matériel militaire israélien. Les Russes, Poutine, il sait que quand il était en Syrie, il se disait qu'il avait intérêt à trouver un modus vivendi avec Israël. Et donc, Poutine et Netanyahou s'entendaient comme deux larrons foires. Donc, en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que dans les relations internationales, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, on ne fait pas ce qu'on veut en termes de droit international, de justice, d'équité, etc. Voilà. On est bien, c'est vrai, on voudrait bien faciliter la création d'un État palestinien, mais Israël ne veut pas. Voilà. Alors que faire? On est obligé de. Voilà. C'est hypocrite, hein, c'est ça. Mais malheureusement, les relations internationales, c'est ça. Voilà. Et le monde arabe devrait le savoir. C'est-à-dire, le monde arabe aurait dû savoir depuis longtemps que dans les relations internationales, ce n'est pas la justice qui compte. Ce n'est pas les arrêts de la Cour internationale de justice. Ce n'est pas les résolutions de l'Assemblée générale. Ce n'est pas les décisions du Conseil de sécurité. Tout ça, c'est du vent. Voilà. Donc, vous voulez vous renforcer, eh bien, il faut le faire autrement. Voilà. Et donc, voilà pourquoi le monde ne bouge pas face à l'agression sioniste. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, il y a des réactions à ce que vous venez de dire. Je vais d'abord donner la parole à Sparte qui était avec nous. Sparte. Oui, moi, ce que j'entends là, déjà dans un premier temps, l'entité sioniste ne reconnaît aucune frontière. Donc, ne pas reconnaître les frontières, c'est éventuellement vouloir une expansion de son territoire un peu partout. Et ce qu'il dit en fait, c'est que le droit international, c'est du pipeau. On l'a vu avec l'agression de l'État iranien. En fait, la solution, c'est que un pays comme l'Iran aurait dû dégommer l'entité sioniste à fond pour régler le problème. Ça, c'est aux Iraniens de décider. Parce que les Iraniens aussi, ils ont je veux dire, le régime iranien, il sait que, par exemple, il ne peut pas aller trop loin. Par exemple, s'il va trop loin contre Israël, il va soulever la colère de l'Amérique et de l'Europe. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des sous-marins israéliens qui se baladent dans l'océan Indien, voilà, avec des ogives nucléaires. Et donc, il ne faut peut-être pas trop le chatouiller non plus. Voilà, donc, moi, on ne peut pas. Enfin, le régime iranien, il est indépendant, il fait ce qu'il peut en fonction en fonction du rapport de force, de ses intérêts à long terme, etc., etc. Voilà. Donc, c'est au régime iranien de décider
ce qu'il a envie de mettre dans la balance pour combattre le sionisme. Ouais. Alors, une réaction de Sarah, bien sûr. Le soutien occidental à Israël s'inscrit dans une logique de maintien d'une forme de domination culturelle ou civilisationnelle, parfois associée à l'héritage de l'homme blanc. Pensez-vous que ce soutien soit motivé par des intérêts géopolitiques uniquement ou qu'il reflète aussi des dynamiques post-coloniales liées à des rapports de race et de pouvoir? En fait, moi, je dirais, dans le cas d'Israël, c'est un peu des deux. Bon, il y a une proximité. Bon, l'Occident, il a, comment dire, bon, il y a un sentiment anti-arabe latent depuis toujours. L'Occident n'a jamais, en tout cas depuis 2-3 siècles, il n'aime pas le monde arabe. Donc, en fait, il a toujours considéré, enfin depuis 2-3 siècles, disons, pour ne pas aller plus loin, plus haut dans l'histoire, il considère le monde arabe comme un monde, comment dire, qui est riche, qui est potentiellement important et qu'il faut empêcher de se réveiller et de s'unir. Et donc, toute la politique anglo-saxonne, au départ, ce sont les anglo-saxons qui sont occupés du monde arabe. Il y a eu les Turcs aussi qui sont occupés du monde arabe. Bon, et les Turcs ne sont pas connus pour avoir favorisé le réveil du monde arabe. Il ne faut pas l'oublier. Quand les Turcs ont occupé le Moyen-Orient, enfin là, ils ont occupé pratiquement tout le monde arabe, eh ben, ils n'ont pas fait grand-chose pour que ce monde arabe se réveille. Donc, en fait, vous savez, un colon, comment dire, il se comporte de la même manière, c'est-à-dire il occupe un territoire et donc il faut empêcher ce territoire ces populations de se réveiller, de se développer, de s'instruire, etc. Et donc, après les Turcs, c'est le monde anglo-saxon qui a, avec les Français, un petit peu les Français, qui a pris pied dans le monde arabe. Et la politique des Français et des Britanniques et du monde anglo-saxon a été d'empêcher le monde arabe de se réveiller. Voilà. Ça, il faut vraiment se mettre ça en tête. Voilà. Et donc le maintenir dans un état d'hébétude, d'infériorité, empêcher toute tentative. Bien sûr, il fallait permettre à quelques centaines d'Arabes qui viennent des grandes familles, on leur a permis d'étudier jusqu'au bac et d'aller à la Sorbonne, mais très peu, voilà. Et donc, et puis, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement, vous savez, j'étais en Iran en 2018 et en 2019. Et on nous a fait visiter ce qu'on appelle le musée de la démocratie. Et c'était extraordinaire parce que au début du XXe siècle, en 1908, il y a eu, quand on voit les photos, c'est extraordinaire. C'est-à-dire il y avait des Iraniens habillés à l'occidental, formés probablement dans les universités occidentales, etc., qui voulaient déjà lancer leur pays dans une révolution parlementaire, démocratique, etc. Et déjà l'Angleterre avait mis fin à ce projet. Donc, et en 1953, par exemple, quand Mossadegh avait voulu à nationaliser le pétrole, on l'a renversé. Bon, la même chose est arrivée avec l'Égypte de Nasser, etc. Donc, en fait, comment dire, toute l'action politique de l'Occident a été de maintenir le monde arabe dans l'ignorance, dans l'arriération
Et il y avait aussi donc ce mépris du colon par rapport, bon, pour ceux qui ont connu, moi j'ai connu quand même un peu ça, le protectorat. Donc, cette espèce de racisme, il suffit de lire Camus, ce qu'ils ont fait en Algérie, etc. Donc, non seulement il fallait maintenir ce monde arabe dans la dépendance et la soumission, mais en même temps, il y avait ce côté, comment dire, ce côté méprisant de l'arabe, ce côté du colon vis-à-vis de l'indigène. Et il y a beaucoup de Français, par exemple, qui n'ont pas, ou de Britanniques, par exemple, qui n'ont pas avalé l'indépendance d'Algérie, la tannée qu'ils ont reçue, c'est-à-dire d'être expulsés de l'Algérie. Je vous rappelle, par exemple, il y avait un grand antisémite pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dont j'oublie le nom malheureusement, et qu'on retrouve, si vous connaissez les entretiens de Jacques Chancel, dans les années 70, Jacques Chancel interviewait le gratin de l'establishment français. Bon, les chanteurs, les politiques, les philosophes, etc., etc. Bon. Ce sont des entretiens extraordinaires, enfin, je veux dire, d'un grand niveau. Et il avait interrogé cet antisémite qui a failli être condamné à mort après la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelqu'un de très important. Et il avait dit ceci. Avant, je détestais les Juifs, mais la tannée que les sionistes ont donnée à Nasser et aux Arabes m'a réconcilié avec eux et je suis devenu philosémite. Voilà. Et donc, et d'ailleurs, il suffit de voir l'islamophobie d'aujourd'hui. Ça veut dire, elle repose sur, comment dire, un racisme ancré contre anti-arabe, ancré. Il y a 2 jours, j'ai lu, malheureusement, je n'ai pas retenu le nom, mais il y avait un pompier qui subissait dans une petite ville dans le sud de la France, qui subissait vous savez, ces petits harcèlements racistes, toujours les plaisanteries anti-arabes. C'est atroce. Et il avait gagné, mais il est allé devant le tribunal. Et maintenant, on recommence avec lui. C'est dans l'ADN des Français. Ça, ils ne vont pas changer. Donc, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un livre qui a été écrit par une policière au début des années 2000. Je vous l'aurais recommandé mais malheureusement, j'ai oublié le nom de l'autrice. C'est une jeune policière qui a passé 2 ou 3 ans, gardien de la paix, quelque chose comme ça. Et son livre est vraiment plein d'humour. C'est un livre, ce sont des petites histoires qui font 1 page et demie. Voilà. Et c'est formidable, c'est plein d'humour, c'est vraiment le travail de flic au quotidien, mais c'est vraiment très agréable à lire. Et elle raconte l'anecdote suivante. Mais il s'agissait d'un noir. Mais on peut le mettre. Vous savez, il y a un ancien flic arabe au beurre, rebeu. Il faut l'écouter aussi. Il parle souvent dans les médias, sur YouTube, etc. Et donc, elle raconte l'anecdote suivante. On est dans un commissariat à Paris. Le soir, le commissaire est parti, il est 21h. Il y a un brigadier qui dirige le commissariat, enfin qui est responsable du commissariat. Et puis il y a un mec qui arrive, un très beau mec, 35 ans, bien sapé, non, mais black. Mais ce que je vous dis des blacks, c'est on peut exactement dire la même chose quand il s'agit des Arabes. Enfin, je veux dire, c'est le même comportement. Donc le brigadier voit le noir. Et la première chose, enfin, vous savez, j'ai vécu en Allemagne et au Canada, on n'aurait jamais vu une chose pareille, jamais. C'est hallucinant, c'est inadmissible, c'est intolérable, mais en France, c'est monnaie courante, voilà, c'est comme ça. Donc le brigadier voit le noir entrer, et alors il fait
Ah, toi vouloir papier retourner Afrique. Voilà, comment dire, spontané. C'est spontané, c'est comme ça, voilà. Et c'est une Française qui le raconte, enfin, je veux dire, bon. Et ce grand gaillard qui a 35 ans, bien sapé, il sort sa carte de commissaire itinérant. Et c'est là où on apprend que à Paris, il y a des commissaires itinérants, c'est-à-dire il y a des commissaires qui font le tour des commissariats pour voir si tout va bien, etc. Voilà. Et il a le titre de commissaire itinérant. Donc il sort sa carte bleu, blanc, rouge, commissaire itinérant, le brigadier. Bon, évidemment, le gars, le black, il ne va pas porter plainte parce que sinon on va lui tomber dessus, on va lui dire maintenant, écoute, il rigolait, etc. Bon, et donc il n'y a pas intérêt. Et malheureusement, c'est ça la France. Voilà, c'est dans l'ADN des Français. Je suis désolé de le dire, mais vous savez, moi, je pourrais vous raconter des tas d'anecdotes qui me sont arrivées, qui sont arrivées à des amis, etc. Bon, voilà. Et donc, c'est ça ce sentiment anti-arabe. Évidemment, il se juxtapose quand il y a une guerre. Et comme, bon, on a une sympathie pour les Juifs parce qu'ils ont subi, etc., la Shoah, et puis on a développé des relations de coexistence, on a des collègues juifs à la fac, etc. Et donc, on a, vous savez, il aurait fallu connaître en 1967, le monde occidental s'est levé pour admirer Israël qui a donné une tannée aux Arabes parce que à l'époque, les Israéliens ont réussi à faire croire au monde occidental qu'il allait avoir une nouvelle Shoah. Il allait avoir même des brigades internationales se former pour aller d'Israël. Donc en fait, nous vivons dans un Occident, c'est vrai, blanc, judéo-chrétien, ça c'est une nouvelle marotte, mais qui a une certaine réalité. Et donc c'est plus facile de faire passer la propagande en faveur d'Israël parce que de l'autre côté, il y a des bougnoums. Voilà, je m'excuse de dire ça comme ça, mais dans l'esprit des Européens et surtout des Français, c'est un peu ça, voilà. Et donc pour répondre à Sarah, oui, malheureusement, il y a cet aspect qui n'est pas négligeable. Voilà. Alors, M. Cohen, on arrive presque au terme de l'émission. Est-ce que vous pouvez encore pousser un peu ou bien? Dites-nous. Non, allez-y, une ou deux questions, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Sparte, vas-y. Oui, moi, ce que j'entends là par rapport aux Français, ils sont racistes dans l'ADN, oui, c'est sûr, avec la guerre d'Algérie, les représentations qu'ils ont de nous, l'indigène, on se souvient de tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais rajouter par rapport au fait qu'il y a l'entité sioniste, c'est qu'aujourd'hui, on assiste en France à cette montée de l'islamophobie, du racisme anti-arabe par les médias, mais par des sionistes, justement. C'est BHL, c'est Goldladel, c'est Elisabeth Lévy, c'est tous ces gens-là qui à longueur de journée dans les médias, sont en train de cracher sur les musulmans et de faire monter cette haine arabo-musulmane. C'est encore eux qui sont aux manettes d'un point de vue des médias. Voilà. Sparte, si vous permettez, je vais vous dire quelque chose. Il y a effectivement un mouvement qui a démarré dans les années 80, mais j'estime, et je l'ai déjà dit, et je ne vais pas revenir là-dessus, que les Maghrébins, comme ça pour dire un terme générique, voilà, ont leur part de responsabilité. C'est-à-dire, moi, à mon petit niveau, depuis 20 ans, je parle du développement de l'islamophobie, ses origines, et je donnais quelques pistes pour que les Maghrébins puissent le contrer, et malheureusement, ils ne font pas grand-chose. Voilà. Et donc, on laisse le champ libre à BHL, Elisabeth Lévy, etc. Par contre, que si les Maghrébins sont 10 fois plus nombreux que les Juifs, et sont 10 fois plus, ils ont plus de moyens, etc., s'ils l'avaient voulu,
eh ben, ils auraient pu contrer, mais je n'ai pas envie d'aborder ce chapitre. Voilà. Oui, effectivement, M. Cohen, on en a déjà parlé assez souvent. Voilà. Alors, si vous avez d'autres questions, et puis après, on va essayer de. Ouais, voilà, parce qu'il y a quand même peut-être quelques questions, mais en essayant d'être court peut-être, il faut être même court. si des fois c'est compliqué. Voilà, même si des fois c'est compliqué. Alors moi, j'ai juste une question vite fait. Donc tout à l'heure, vous avez pu répondre concernant le projet du Grand Israël. Hein, vous avez plus ou moins répondu. Est-ce qu'il existerait un projet d'un Grand Maroc? Ben oui, c'est-à-dire, il y avait un parti nationaliste au Maroc qui s'appelle l'Istiklal. Bon. L'Istiklal, ça veut dire en arabe l'indépendance. Et l'Istiklal était le grand parti parce qu'il représentait aussi les fascis. C'est-à-dire, c'était la population la plus éduquée, la plus évoluée, celle qui avait pratiquement tous les postes de responsabilité au moment de l'indépendance. Et c'était un parti nationaliste. Et ce parti, en 55-56, non seulement revendiquait le Sahara occidental, mais revendiquait la Mauritanie. Et il revendiquait certaines parties du territoire algérien. Donc en fait, bon, je ne dis pas que c'est la position officielle de la monarchie marocaine, mais ce parti était représenté. Aujourd'hui, c'est un c'est un parti comme les autres. Voilà. C'est-à-dire qui représente peut-être 15% de l'électorat au Maroc. Voilà. Mais en 56, il était quasiment bon, il n'y a pas eu d'élection, mais il représentait la colonne vertébrale du pays. Voilà, en termes d'idéologie, de politique, etc. Par exemple, quand il y avait un gouvernement, je sais pas moi, les 19 sur 20 étaient fascistes, représentaient le parti de l'Istiklal. Et donc, ce parti, avait défendu un Maroc qui allait jusqu'à la Mauritanie. Voilà. Donc, bon, après, ça ne s'est pas fait. Mais il y avait des revendications. Et la guerre du sable entre le Maroc et l'Algérie de 63 avait certainement, au moins en partie, des causes territoriales. Ça veut dire des contestations sur le tracé des frontières. Voilà. Merci pour votre réponse, Monsieur Cohen. Alors, il y a un certain, alors c'est un pseudonyme, mais qui vous salue. Hein, il vous aurait rencontré en 2012 à Lille, un certain le Nono. Voilà, il vous salue. Très bien, bonsoir. Alors, Monsieur Cohen, il y a 2-3 questions vite fait sur le chat et après on va clôturer là-dessus. Hein. Alors, je remonte un peu. Il y avait une question tout à l'heure que j'arrive pas à retrouver là. Voilà. Voilà. Alors, est-ce le Mossad, via les Sayanim, qui détiennent les sociétés numériques, qui auraient des informations compromettantes sur des dirigeants qui obéissent à Netanyahou? Exemple, Trump. C'est très probable. Bien sûr, je ne peux pas dire dans quelle mesure, etc., dans quelle proportion, mais c'est très, très probable. Voilà, c'est plus que probable. Très bien, merci. Alors, on voit par exemple la position de Zuckerberg. Récemment, un dirigeant de Google, le dirigeant de Google quand même, il a dit que l'ONU était antisémite. Quand elle prenait des décisions anti-israéliennes, c'est de l'antisémitisme. Le président de Google, donc, vous voyez, et puis on peut multiplier les exemples. Non, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, alors je continue, il y a une autre question.
Euh, euh, ouais, alors. Bon, je sais pas si c'est bon, voilà, c'est pas trop. Alors, on va la poser quand même. Il paraîtrait que ce qui s'est passé dans le sud de l'Espagne a été monté par les sionistes pour se venger de la position de l'Espagne vis-à-vis de la Palestine. Ça, moi, je ne peux pas répondre. C'est-à-dire, vous savez, dans ce domaine, tout est possible. Voilà. Si j'avais l'information, je vous l'aurais donnée avec plaisir. Mais ça, ce sont des spéculations. Et bien sûr, le Mossad a la possibilité de le faire. Et il ne s'est pas gêné de faire. Il a fait même pire que ça. Enfin, je veux dire, quand on fait le 11 septembre, l'assassinat de Kennedy, etc. Donc, mais après, je ne peux pas. Je veux dire, j'avoue mon ignorance. J'aimerais bien savoir, hein, ceci dit. J'aimerais bien que quelqu'un me donne l'information aussi, si elle est vraie. Ouais, très bien. Alors, il y avait une autre question, une dernière, et puis après, je vous libère, Monsieur Cohen, bougez pas, je la retrouve. Elle est sur. Alors. Euh, voilà. Alors, iranien, c'est la loi du plus fort, les pays arabes. Alors, voilà, effectivement, donc, c'est la loi du plus fort. Et aujourd'hui, on voit que les pays arabes, en fait, c'est une question, une forme de question. Les pays arabes s'équipent simplement pour se protéger. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Cohen? S'équipent parce qu'ils doivent s'équiper. C'est-à-dire, un pays ne peut pas se permettre d'être sans défense. Ne serait-ce que l'armée, elle peut jouer un rôle dans le maintien de l'ordre. Vous savez, par exemple, quand il y a eu des émeutes au Maroc, qui les a matés? C'est l'armée. Donc, j'imagine dans d'autres pays, bon, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais en général, l'armée joue ce rôle. Pas en Europe, parce que bon, l'armée, enfin, c'est autre chose. Mais dans les pays arabes, en général, c'est plutôt l'armée qui, enfin, dans les cas extrêmes, c'est l'armée qui, le dernier recours du pouvoir, c'est l'armée. Voilà. Et donc, rien que pour cette raison, tous les régimes arabes, tous les pays arabes doivent avoir une armée puissante, enfin une armée structurée, etc. Et peut-être éventuellement, dans un second temps, pour se défendre contre contre une menace extérieure. Voilà. Très bien. Alors, il y aura une dernière réaction de Sarah qui est avec nous. Donc, Oui. les courants sionistes les plus radicaux sont majoritairement portés par des juifs ashkénazes issus d'Occident. Cette domination s'accompagne d'un racisme structurel envers les juifs orientaux, relégués aux marges de la société israélienne. Peut-on y voir l'expression d'un ADN raciste, hérité de normes eurocentrées, qui se perpétue au sein même du monde juif? C'est une marginalisation, expliquerait-elle le moindre adhésion? Non, pardon, cette marginalisation expliquerait-elle leur moindre adhésion au sionisme radical? Voilà. Alors, je demanderai à Sarah de réactualiser son analyse, enfin, ou sa réflexion, parce que c'était vrai dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80. Totalement, tout à fait vrai. Mais, et je vous parle en connaissance de cause, puisque
je connais énormément de gens de ma famille, ne serait-ce déjà qui sont originaires du Maroc, etc. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que les juifs arabes ou d'origine arabe ont intégré le logiciel sioniste, extrémiste, fasciste, etc. Et ils n'ont rien à envier aux autres. Voilà. Malheureusement, je regrette. Mais les juifs d'origine arabe ont totalement intégré le logiciel dominateur raciste des Ashkénazes. Voilà. Ok, merci, M. Cohen. C'est moi. On en reste là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien. Bonne soirée à tous. Merci. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Voilà les amis, donc merci à tous d'avoir participé. Rendez-vous semaine prochaine. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours, vous avez la possibilité sur YouTube de revoir le live. Excellente soirée à vous, un bon week-end et à la semaine prochaine. Salam alaikum.